Bonjour et bienvenue à cette septième séance de cours de morphologie. Nous allons nous occuper de surface. Nous allons aborder un nouveau sujet dans ce cours qui va prendre les prochaines séances pour, à la fin du semestre, finalement converger sur une vision d'ensemble de ce qu'on a fait, à la fois en travaillant sur l'optimisation des formes et notamment des treillis et en travaillant sur la géométrie des surfaces. La séance d'aujourd'hui, est une séance à la fois d'introduction sur la question générale des surfaces et sur les concepts mathématiques et surtout géométriques qui concernent les surfaces et qui nous intéressent. On va donc introduire la question, le concept de courbure, d'abord en 2D et donc surtout relativement en ligne plus que relativement en surface, et ensuite on va introduire le concept de courbure pour les surfaces. Et finalement, on va aboutir à une vision de différents types de surfaces qui est basée sur leurs propriétés géométriques locales. Donc tout d'abord, la question de surface qui est simplement la réponse à la question pourquoi en fait on étudie les surfaces, pourquoi dans une école d'architecture on devrait étudier les surfaces. Alors, il est évident que les surfaces, la surface est un concept mathématique, mais qui peut s'appliquer à beaucoup d'objets qu'on regarde, qu'on voit dans la vie courante, dans la nature notamment. Ici, vous voyez une toile d'araignée. C'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas assimiler vraiment à une surface, qui est plutôt un ensemble de fils, mais qui a une forme et une structure, comme vous pouvez voir. Eh bien, cette forme, on peut l'imaginer effectivement comme la forme d'une surface, et cette structure comme la structure de cette surface. Et c'est cette étude, cette relation entre la géométrie et la structuration de la forme qui nous intéresse premièrement dans l'étude des surfaces. On peut voir ici, tout de suite, par rapport à l'image précédente, l'objet architectural archétypal qui est le pavillon allemand de l'Expo de Montréal de 1967, réalisé par Freyotto, et notamment grâce à une avancée technologique et aussi scientifique très importante qui a eu lieu en Allemagne dans ces années 60-70 et notamment à l'Institut de structure légère de Stuttgart. On peut voir comment ces formes de la nature deviennent ces formes de l'architecture et comment l'objet qu'on a devant les yeux, c'est manifestement une surface, cette surface inspirée et structurée sur la base des principes que vous voyez ici exprimés parfaitement par un objet naturel. Un autre objet naturel, une simple goutte d'eau sur une feuille, est un objet qui a aussi une structure précise, une forme qu'on appelle la forme minimale, une structure qui existe et qui se tient grâce à la tension superficielle qui est propre de l'eau et d'autres liquides. Eh bien, cette forme qui correspond à laquelle on peut faire correspondre cette bulle qui est présente à Paris, Gare Saint-Lazare, et qui s'inspire du concept de surface minimale et euh, on voit apparaître une géométrie, si ce n'est pas une structure, mais une géométrie dont l'aspiration naturelle est évidente. Encore un autre exemple, si on veut, là, une situation, enfin, un feuille de papier écrabouillé, une situation qui relève du chaotique, du fait d'un ordre qui est caché, voire invisible, ou en tout cas qui se dispose sur un niveau, disons, différent de celui de nos observations, et donc le concept de chaos, eh bien, par exemple, l'architecture de Frank Gehry, ici le Guggenheim de Bilbao, dans lequel on voit effectivement le, la même, une approche qui vise d'une quelque manière à générer une sensation de désordre, une sensation de chaos, même si évidemment c'est une structure, c'est une construction, et donc nécessairement quelque chose de rationnel, quelque chose de maîtrisé. Alors, la question des surfaces, on peut l'affronter de plusieurs points de vue.
Un premier point de vue qu'on peut utiliser, c'est la vision d'une surface comme quelque chose qui est structuré par les efforts. Alors, les exemples principaux dans cette approche sont ceux de Pierluigi Nervi. Ici, par exemple, à gauche, le Nanificio Gatti et à droite, l'Expo de Turin. On voit comment des surfaces, notamment à gauche une surface plate et à droite une surface courbe, dans les deux cas, on voit apparaître des nervures, on voit apparaître quelque chose qui relève du monde de la géométrie, mais qui relève aussi du monde de la statique, dans le sens que dans ces nervures, il est présent une quantité d'efforts euh, dominante par rapport aux zones non nervurées. Je dirais la nervure véhicule en fait les efforts dans la structure et donne donc à la structure à la fois sa consistance structurelle et sa géométrie. Une autre façon de voir les surfaces, c'est celle de les voir comme des objets qui sont structurés par leur propre géométrie. Alors dans ce cas, on peut voir par exemple ici l'Eden Projet de Nicolas Grimshaw dans lequel nous avons deux bulles qui sont obtenues par, comme vous pouvez voir, un découpage en hexagone. Donc c'est le choix de réaliser ce découpage en hexagone qui génère la forme et évidemment qui génère aussi un comportement structurel, mais comme conséquent de ce choix géométrique a priori. Un autre famille d'objets, une autre famille de propriétés qui est propre de surface, c'est ce qu'on appelle le comportement de membrane ou de coque mince. Donc voilà, par exemple des structures de toile tendues. Donc ici, nous avons des membranes. D'un point de vue mécanique, on appelle ces toiles tendues des membranes, c'est-à-dire des objets très fins à l'intérieur desquels on ne retrouve qu'un type particulier d'efforts qu'on appelle l'effort membranaire. Ce sont les efforts qui règnent par exemple dans la peau d'un tambour, quelque chose qui est tendu, par lequel on peut porter des charges, mais par une sorte d'effet de, de tension à l'intérieur de la membrane. Ou un autre exemple ici, la coque du CNIT de Nicolas Esquien à la Défense à Paris. Donc cette très grande coque en béton, d'ailleurs la plus grande surface couverte par une coque en béton au monde, et bien encore une fois une coque très mince, notamment au niveau de la clé, c'est-à-dire en cette zone-là, au milieu de la voûte. Pour un porter de l'ordre de 350 mètres, vous avez une épaisseur de 6 cm. D'après les mots de Nicolas Esquillan, ces coques sont 20 fois plus minces que la coquille d'un œuf à la même échelle. Évidemment, ce n'est pas le cas des épaisseurs des appuis dans lesquels les épaisseurs sont beaucoup plus conséquents, ils sont plutôt de l'ordre de la dizaine de mètres. Encore un autre exemple de structure qu'on peut apercevoir comme une structure composée de coques, c'est la cathédrale c'est l'ancienne église de Sainte-Sophie, aujourd'hui la mosquée de Istanbul, donc réalisée au VIe siècle et qui est en fait une très grande structure relativement simple d'un point de vue de son comportement structurel, mais sans doute extrêmement innovante pour son époque, et qui est composée en briques essentiellement, mais dont on peut apprécier la qualité lumineuse et qui est effectivement encore une fois un ensemble de surfaces, des surfaces relativement minces compte tenu du matériau qui les constitue et de très grandes dimensions par rapport, comme vous pouvez bien voir dans la photo, par rapport à l'espace qu'elle génère. Encore un autre exemple de structuration de la surface par un comportement de membrane ou de coque mince, c'est le parc Herzogen de Mannheim, de Freyotto, réalisé en 1975. C'est un grid shell en bois, et on voit en fait comment cette forme se tient, elle fonctionne grâce à un principe structurel, encore une fois, qui est celui de l'équilibre qu'on appelle membranaire, c'est-à-dire un système qui véhicule les efforts à l'intérieur de son épaisseur, malgré sa faible épaisseur, véhicule les efforts de manière efficace grâce à la géométrie de la surface courbe qu'elle génère.
Ici encore un autre exemple de système membranaire, le nuage d'Agantar sur la défense, réalisé sur une idée de Peter Rice en 89. Et donc il s'agit d'une structure qui est à la fois composée de toiles tendues, mais aussi de câbles et d'un ensemble de mâts volants. Un système structurel relativement complexe avec une hiérarchie assez conséquente. En fait, on a 3 voire 4 niveaux hiérarchiques en jeu. Mais globalement, vous avez un système qui fonctionne grâce à sa forme malgré la faible épaisseur de ses parties. C'est encore donc des forces qu'on appelle des efforts membranaires qui permettent à la structure de se tenir. Voilà une vision rapprochée de cet objet dans lequel on voit ces modules qui sont composés de toiles tendues grâce à la présence des mâts volants qui les transpercent d'une quelque manière et tendues sur un système de câbles qui constitue donc une sorte d'ossature. Donc si les panneaux en toile et les systèmes tertiaires, ils reposent sur un système de câbles que vous voyez ici qui a la fonction de structure secondaire et qui à leur tour repose sur un autre système de câbles qui a la fonction de structure primaire. Encore un autre principe structurant les surfaces, c'est celui du pli. Ici, c'est l'auditorium de l'UNESCO, la façade et la toiture de l'auditorium de l'UNESCO de Breuer, Nervier et Zerfus, 1958, à Paris, qui est basé sur les principes au moins plastiques, effectivement, du plissage, et un principe qui permet effectivement aussi de fournir des qualités structurelles à la forme. Et ici, vous avez la couverture du stade de Laval de Sylvain du Château, dans lequel vous voyez des modules de forme hexagonale, de forme de pyramide à base hexagonale qui sont juste apposés pour composer la structure. C'est un confort, donc avec un comportement de surface mince, rigidifié, conséquent d'un point de vue statique grâce à la géométrie du système à facettes, donc le plissage. Encore un autre principe propre de surface, c'est celui de fonctionner éventuellement avec des systèmes pneumatiques. Donc ici, l'Allianz Arena de Munich, de Herzog et de Muron, dans lequel on voit deux niveaux hiérarchiques, encore une fois, un réseau de câbles qui permet de retenir les textiles gonflés. Et donc, nous avons en fait le matériau plus résistant qui porte sur des courbures moins importantes, et puis un matériau un peu moins résistant mais qui permet de faire l'étanchéité qui porte sur des courbures plus importantes, et on verra, on apprendra pourquoi ce type de structuration fait sens. Encore un autre exemple des matériaux gonflables, enfin des structures gonflables, d'ailleurs un des premiers exemples de taille significative, c'est les pavillons Fuji à l'Expo de Osaka de 1970, et qui est en fait l'expo dans laquelle les structures gonflables ont fait un peu leur apparition dans le monde de l'architecture. Voilà, ceci étant dit, pour présenter un peu globalement les cadres dans lesquels on commencera à travailler aujourd'hui, pour motiver un peu l'intérêt que nous avons vers les surfaces en tant qu'objets mathématiques, comment ces surfaces vont se projeter sur des objets architecturaux, eh bien, maintenant, nous passons à une compréhension effectivement plus technique, plus exactement mathématique des surfaces, et on va commencer en travaillant en dimension 2, et donc non pas avec des surfaces, mais avec des lignes courbes, et à définir mathématiquement le concept de courbure d'une ligne. Alors, il y a des choses que vous savez bien sûr déjà. Par exemple, vous savez qu'est-ce que c'est que des droites. Ici, vous avez des familles de droites parallèles dessinées, une famille de droites parallèles. Et vous savez qu'est-ce que c'est qu'un cercle. Et alors, vous pouvez imaginer effectivement une famille de droites parallèles et un cercle. Et vous pouvez dire, OK, bah, il y aura des droites de la famille qui touchent les cercles et d'autres qui ne les touchent pas. Et effectivement, il y a seulement ces deux possibilités. Les droites d'une même famille de droites parallèles peuvent ne pas toucher du tout les cercles ou peuvent les toucher en 2 points. Et il est clair qu'il existe
deux droites qu'on appelle des droites tangentes compte tenu de leur direction. Les seules deux droites tangentes ayant cette direction par rapport à ce cercle, qui ont la propriété de toucher le cercle en deux points coïncidents. Donc, vous voyez, vous pouvez imaginer la tangente comme la limite d'un processus dans lequel, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, par exemple ici vers le haut et vers la gauche, les points P et Q se rapprochent jusqu'à arriver à la condition dans laquelle ces deux points ne peuvent plus être distincts. Ils sont ici indiqués comme N, M, coïncident avec N. Et cette droite, la droite indiquée par petit b, est une droite qu'on appelle une tangente au cercle. Or, quand on a un cercle et une tangente, on peut tracer une infinité d'autres cercles qui ont en commun en ces points, en un point, dans les points de tangence, ils ont en commun la même tangente. Donc ici, ce sont des cercles de cette famille. Ils ont tous d'ailleurs la propriété que leur centre se trouve sur la droite orthogonale à la tangente qui passe par les points de tangence. Bon, ça c'est un résultat connu. Et on peut imaginer une courbe quelconque, ici dessinée en rouge, qui soit elle aussi tangente à la droite donnée, toujours en ce même point. Donc elle a une propriété en commun avec tous les cercles de cette famille. Toutes ces courbes dessinées au tableau ont la même droite tangente au point M, ou N, c'est la même chose parce que ces deux points coïncident. Eh bien, on peut introduire un concept qui est le concept de cercle osculateur. Il y a un seul cercle osculateur qui partage avec la courbe trois points coïncidents en ses points de tangence. Donc, ce concept de cercle osculateur est donc défini de manière unique en géométrie pour une courbe donnée. Ici, par exemple, la courbe rouge. Et pour un point donné sur la courbe, on a un et un seul cercle osculateur qu'on peut identifier par ce processus d'identifier les seuls cercles de la famille de cercles ayant la même tangente à ces points, les seuls cercles, et donc cette tangente est en commun avec la courbe, les seuls cercles qui a trois points en commun avec la courbe en question. Eh bien, on appelle courbure, on l'indique normalement par kappa, courbure de la ligne courbe en un point donné, l'inverse du rayon de son cercle osculateur en ces points. Donc ici, le cercle osculateur est dessiné, le rayon du cercle osculateur est grand R, la courbure, c'est kappa égale 1 sur grand R, est une propriété locale de la courbe rouge. À chaque point de la courbe, on pourra trouver un autre cercle osculateur et on pourra ainsi définir la valeur de la courbure en ces points précis. Or, si on réfléchit à un autre objet qu'on connaît sur les lignes courbes qui est la pente d'une ligne courbe en un point, par exemple ici au point O, une droite tangente montre une pente de cette courbe, eh bien cette pente, évidemment, c'est une grandeur non objective, dans le sens que si vous tournez la tête, vous voyez la ligne qui représente la pente en ces points tournés, et donc vous pouvez vous placer avec la tête tournée et dire que la pente est nulle, ou tourner davantage la tête et dire que la pente est agrandie. Donc en fait c'est une grandeur non objective, parce qu'on peut la relever, oui, mais son relevé dépend de l'observateur. Donc 12 observateurs distincts vont observer deux pentes différentes. Globalement, en général, quand on doit décrire des propriétés physiques des objets, on n'a pas envie d'avoir affaire avec des objets dont la définition n'est pas objective, parce que justement, ils introduisent un biais dans les modèles. Ces modèles sont biaisés par le rôle de l'observateur. Donc, c'est préférable de se donner mathématiquement des informations objectives. Eh bien, celle de cercle osculateur, on a vu être une observation objective. Donc, on va voir un peu comment on peut la construire analytiquement. Tout d'abord, revenons sur la pente. Eh bien, la pente, on peut la calculer. Et c'est simplement, on peut imaginer un tout petit triangle minuscule en correspondance de ce point de tangence. Alors, un petit triangle comme ça, qu'on peut imaginer rectangle, les deux côtés, on les appelle dx et df. Le d devant signifie que c'est très petit. Et les rapports entre la hauteur et la base est la tangente de l'angle qui définit effectivement la pente de la courbe en ces points. Ce que je disais quand je disais que la pente
est une grandeur non objective, c'est que si je change la direction de l'axe X, j'aurai un autre triangle, j'aurai un rapport différent entre les axes, et j'aurai donc une autre mesure de la pente. Mais bon, la courbure, en fait, elle, par construction, elle est objective. Parce que si le cercle osculateur, tel qu'on l'a construit, ne dépend pas du choix de l'observateur. Donc, si je prends un axe X ou un axe X', qui est tourné par rapport à X, comme indiqué dans le dessin, les cercles osculateurs restent les mêmes. Donc, en fait, cette courbure est de grandeur objective. Il est intéressant d'apprendre la caractériser. Il est intéressant de savoir comment on peut calculer la courbure quand on connaît la forme de la courbe rouge, par exemple, dans notre dessin. Alors, pour ce faire, on se rapproche du cercle osculateur. On rappelle que la courbure de la courbe rouge est définie comme l'inverse du rayon du cercle osculateur en ces points. Donc imaginez les cercles osculateurs, imaginez de zoomer à proximité du point O. On aura donc un point O et un point un peu plus loin qu'on appelle P, un peu plus loin sous le cercle, mais les cercles et la courbe sont tellement proches à proximité des O qu'on ne va pas pouvoir les distinguer. Et alors, donc, si j'avance de O à P le long du cercle ou de la courbe, j'échange. D'avant, j'avais une pente et après, j'ai une autre pente. Et ce changement d'angle, alpha, est le même qu'on a quand on va joindre les rayons qui joignent les centres du cercle avec les points O et celui qui joint les centres du cercle avec les points P. Donc, cet angle est l'angle alpha. Les rayons du cercle, on rappelle, on a indiqué grand R, et cet angle est le même qu'on voit donc du centre vers O et P, ou comme différence entre les tangentes en O et la tangente en P. Je vous rappelle que la tangente en un point est orthogonale au rayon qui joint ces points avec les centres. Donc évidemment, cette droite est orthogonale à celle-ci, et cette droite est orthogonale à celle-ci, et donc, en effet, l'angle qui sépare les deux droites ici est le même que celui qui sépare les deux droites là. On a appelé alpha. Alors, si on va mesurer la distance entre O et P, le long de la courbe, ça c'est ce qu'on appelle un arc. La longueur de cet arc, on va l'appeler ds. Je rappelle que le d indique quelque chose de petit. Et on peut facilement écrire la relation entre l'arc et l'angle alpha, parce que par définition, l'arc est donné par l'angle alpha multiplié par les rayons. Et donc la courbure kappa, c'est calcule simplement comme, par définition, c'est 1 sur R, c'est calcule simplement comme le rapport entre l'angle alpha et la longueur de ds parcourue sur le cercle. On peut aussi regarder que la différence des pentes, si je calcule la pente au point O et la pente au point P, j'ai une différence des pentes, et on peut voir que la différence des deux pentes est effectivement la même chose que l'angle alpha, c'est-à-dire que la quantité de phi qui est ici, qui est la différence entre la pente phi qu'on a là et la pente phi plus de phi qu'on a pris ici, la différence effectivement, à part les signes, est également égale à alpha. Et donc on obtient ce qui est appelé le théorème d'or de Jacob-Bernoulli, que la courbure en un point d'une courbe donnée est donnée par moins le rapport entre les changements de la pente et l'arc parcouru sur la courbe. Donc si je suis à un point, j'avance d'une certaine quantité qu'on appelle ds, une petite quantité, la tangente change d'une petite quantité que j'appelle dφ, et bien le rapport entre ces deux grandeurs, qui est calculable d'un point de vue mathématique, est égal au signe près à la courbure à ces points. Une fois qu'on a compris donc qu'on peut calculer la courbure en étant sur un point, donc en faisant l'exercice de se déplacer un peu par rapport au point et mesurer de combien on a tourné, on va pouvoir parler de courbure d'une surface. Alors tout d'abord, imaginez donc un bout de surface qui est dessiné ici. On a vu que la pente dépend du choix des axes, donc on ne va pas l'utiliser dans nos raisonnements. Donc
on laisse tomber les pentes de la surface, mais la courbure, que c'est quoi la courbure en surface? Alors pour définir la courbure en surface, on commence tout d'abord à prendre un point, et puis on se donne ce qu'on appelle un repère en ce point. C'est-à-dire on prend la normale à la surface, l'axe Z ici, et deux axes, l'axe X et l'axe Y, qui sont tangentes à la surface dans les points qu'on a choisis. Donc évidemment, X, Y, Z sont trois axes qui sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. X et Y appartiennent au plan qui est tangent à la surface en ces points-là, et Z est la normale à ce plan. Eh bien, si j'avance un petit peu en direction X, j'ai fait un petit parcours de X, et je regarde de combien j'ai changé d'angle, j'obtiens la courbure, comme on l'a défini tout à l'heure, en direction X, ce que j'appelle kappa X. Et je peux faire la même chose. Si je fais un petit parcours en direction Y, je regarde le changement d'angle, les rapports entre ce changement d'angle et la longueur du parcours que je fais, c'est exactement la pente dans la direction Y. Donc nous avons une pente, pardon, la courbure dans la direction Y. Nous avons donc une courbure en direction X et nous avons une courbure en direction Y. Ce n'est pas fini, parce qu'en fait, si j'avance un petit peu en direction Y, ce qui se passe, c'est que non seulement, imaginez des marchés en fait le long de cette direction, non seulement votre corps s'est penché en avant par exemple, donc nous avons une courbure de type kappa Y, mais aussi votre corps peut avoir penché latéralement, et donc nous avons ce qu'on appelle une torsion. Donc dans un point d'une surface, on peut définir trois objets qui rassemblent à une courbure. Une courbure dans un sens X, une courbure dans un sens Y et une torsion qui est quelque chose qui s'est produit dans le sens X lorsque on penche, donc en s'éloignant dans le sens X lorsqu'on penche dans le sens Y, ou inversement en s'éloignant dans le sens Y lorsqu'on penche dans le sens X. Alors pour comprendre ce que c'est que cette torsion, imaginez d'être à Paris et d'aller à New York. Donc ici c'est une sphère qui fait penser un peu à la Terre, et j'ai dessiné ici un parcours qui est une sorte de couloir qui se trouve sous les parallèles qui joignent par exemple Paris et New York. Quand vous marchez à pied entre ces deux villes, votre corps reste toujours orthogonal à la surface de la sphère. Cela signifie que les épaules se trouveront, iront décrire une surface conique comme celle-ci, donc l'axe qui passe d'une épaule par exemple en allant de Paris à New York, et si on tire un axe qui va de l'épaule gauche vers l'épaule droite, cet axe va joindre un point qui est le sommet d'un cône au fur et à mesure que je me balade. Donc le corps va décrire en fait une surface qui est une surface de ce type, enfin l'axe des épaules va décrire une surface de ce type, qui est une surface évidemment qui a de la torsion. Vous pouvez voir ces rubans comme un ruban qui était tordu. Donc c'est ça l'essence de la mesure qu'on a décrit tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle la torsion de la surface. Alors si vous faites la même balade sur l'équateur, la surface n'a pas de torsion, donc les cônes deviennent un cylindre, le sommet du cône s'éloigne à l'infini, et vous voyez que dans ce cas, la surface ne manifeste aucune torsion dans la direction quand on se balade sur l'équateur. Donc voilà, d'un point de vue géométrique, et donc on peut en conclure en disant qu'il existe en tout point de la surface d'une surface donnée trois paramètres de courbure. Deux d'entre eux ont été expliqués comme l'inverse des rayons de cercle osculateur, notamment kappa x et kappa y ici, et le troisième a été expliqué comme une torsion de la surface. Les expressions que vous voyez au tableau sont des expressions analytiques qui donnent les courbures en question comme dérivées de la fonction qui décrit la forme de la surface. La fonction petit f ici décrit la forme de la surface. Vous n'avez pas besoin de connaître ou d'apprendre le concept de dérivée pour ceux qui les connaissent. Donc, ce transparent permet de donner la définition mathématique exacte du concept courbure pour une surface, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, il suffit donc de faire référence au concept géométrique. Nous avons une courbure dans le sens inverse du rayon du cercle osculateur dans le sens x,
une autre qui est l'inverse du rayon du cercle osculateur dans le sens Y, et une troisième qui est la torsion de la surface. Donc voilà, visualisez les deux premières. En direction X, on a un cercle osculateur dont l'inverse du rayon est kappa X. En direction Y, on a un autre cercle osculateur dont l'inverse du rayon est kappa Y. Je n'ai pas visualisé ici la torsion parce que vous l'avez vu tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a donné des noms en fait aux choses, on peut voir quelle est leur relation. Donc quelles sont les propriétés de la surface qu'on peut décrire grâce à cette terminologie, grâce à ces nouveaux objets que nous avons introduits. Imaginez de tourner le repère XY en gardant l'axe Z fixe. Donc on tourne suivant, par exemple, cette direction de rotation autour de l'axe Z, indiquée ici par ces vecteurs rouges. Eh bien, l'axe X va devenir un axe X', l'axe Y va devenir un axe Y', ainsi de suite, et les cercles osculateurs vont changer. Donc les rayons du cercle osculateur bleu, qui est le cercle osculateur tangent, osculateur justement par rapport au plan XZ, il change parce que ce cercle osculateur devient par exemple plus grand, et on a ici les rayons du cercle bleu pointillé, donc une courbure qui est différente. Et également, le cercle rouge change, devient le cercle rouge pointillé lorsque le repère change. Et on aura donc aussi un changement de la courbure mesurée dans le sens Y lorsqu'on passe à direction Y'. Et évidemment, on va changer aussi la torsion de la surface. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est que ces changements ont quand même des grandeurs, laissent des grandeurs invariantes. C'est-à-dire on peut changer comme on veut les repères en faisant tourner l'axe autour de l'axe Z. Donc l'axe Z reste toujours en sa place. Mais on aura toujours ce qu'on appelle la courbure moyenne, qui est la somme des deux courbures, donc des inverses des deux cercles osculateurs dans deux directions quelconques, la somme divisée par 2. Ceci est indépendante du choix du repère. Donc je prends XY ou X', Y' dans ce plan, je trouverai toujours la même courbure moyenne. Et l'autre grandeur invariante, ce qu'on appelle la courbure gaussienne, qui est donnée par cette expression analytique. Donc c'est le produit des courbures dans le sens XY moins le carré de la torsion. Donc les courbures, ça se mesure. La torsion, ça se mesure. Cette expression est donc quelque chose qu'on peut calculer. Eh bien, on sait que cet objet qu'on appelle courbure gaussienne de la surface est une propriété du point qui est totalement indépendante du choix de repère. Donc, c'est une propriété géométrique propre du point. Donc, petit m et petit g caractérisent complètement, localement, la surface. On peut noter aussi qu'il existe deux directions orthogonales, on va les appeler xi et eta. Ça, c'est la lettre grecque xi. Ça, c'est la lettre grecque eta. Qu'on peut obtenir en faisant tourner les axes X et Y, donc ces deux directions particulières du plan. Eh bien, dans ces deux directions particulières, il s'avère que les courbures, qu'on va noter kappa xi et kappa eta, donc les inverses des rayons osculateurs dans la direction xi et dans la direction eta, ont des valeurs extrêmes dans la classe de toutes les valeurs qu'on peut obtenir en faisant tourner les repères. Donc imaginez ces repères qui tournent, il y aura un couple d'axes xi et eta par rapport auquel on aura obtenu le cercle osculateur qui a les rayons les plus petits et celui qui a les rayons les plus grands, dans la famille de tous les cercles osculateurs qu'on obtient en faisant ce type de rotation. Ces directions-là, on les appelle directions principales de courbure. Il existe deux autres directions qui sont orthogonales entre elles et qui sont, on va les noter xi' et eta', par rapport auquel c'est la torsion qui est maximale ou minimale, dans l'ensemble des valeurs que la torsion prend lorsqu'on fait tourner les repères.
Voilà par exemple le repère xi est à z, dans lequel nous avons le cercle osculateur des rayons minimal qui est indiqué en bleu, et donc la direction de courbure maximale qui est celle-ci sur la surface. Nous avons le cercle osculateur des rayons maximal, et donc la direction de courbure minimale qui est celle indiquée ici sur la surface. Et nous avons deux directions pointillées qui sont les directions de torsion maximale sur la surface. Donc la torsion est nulle sur chacune des deux directions principales et maximale à 45 degrés avec elle. Nous avons ici un autre type de surface dans lequel les cercles osculateurs extrêmes, plutôt qu'avoir les centres du même côté de la surface, ont les centres des deux côtés opposés. Le concept reste le même. Nous avons un rayon de courbure le plus petit, donc une courbure maximale, et un rayon de courbure le plus grand, donc une courbure minimale. Et entre les deux, nous aurions des lignes de torsion maximale qui seront ici représentées d'ailleurs comme des droites. Alors, on peut finalement, de manière un peu plus exacte, d'un point de vue visuel au moins, classer les surfaces. Alors, on appelle le kappa xi, donc la courbure principale en direction xi. Kappa eta, la courbure principale en direction eta. Je vous rappelle que courbure principale signifie les courbures les plus grandes ou les plus petites qu'on puisse trouver lorsqu'on fait tourner les repères en gardant l'axe Z orthogonal à la surface. Pour fixer les idées, on va toujours prendre kappa xi supérieur ou égal à kappa eta. Alors, on a un premier cas, le cas où kappa xi est strictement supérieur à kappa eta, les deux sont strictement supérieurs à 0, ou le cas opposé dans lequel kappa xi étant toujours supérieur à kappa eta, ils sont tous les deux inférieurs à 0. Dans ce cas, la surface on l'appelle concave ou convexe, et c'est une surface du type dessiné ici en bas. Donc, la courbure gaussienne, elle étant le produit de deux grandeurs dont le signe est égal, est un nombre positif. Donc, on peut déjà dire une surface dont la courbure gaussienne est positive à un point, et localement, en proximité de ce point, elle a une forme concave ou convexe comme la forme indiquée. On va maintenant regarder les cas où les deux courbures sont égales, tous les deux positives ou tous les deux négatives. C'est un cas particulier du précédent, dans lequel localement la surface est comme une sphère. Tous ces rayons de courbure sont les mêmes. Tous ces rayons sont positifs ou tous sont négatifs, signifie que la surface est concave ou convexe. Mais ce qui compte pour la propriété locale de cette surface, c'est que donc, localement, elle est comme un morceau de sphère. On va maintenant regarder les cas où un des deux courbures principales est nul. Donc, il y en a une qui est positive et l'autre qui est 0, ou une qui est négative et l'autre qui est 0. Dans ce cas, la surface n'est concave et convexe dans un sens, donc le sens dans la courbure n'est pas nul, et par contre elle est plate dans le sens où la courbure est nulle. C'est une surface qui fait penser à un cylindre. Et donc voilà l'exemple dessiné des deux cylindres, après disposés dans un sens ou dans l'autre, cela dépend du signe de la courbure qui est non nulle. Et dernier cas, nous avons deux courbures non nulles, mais une est positive et l'autre négative. C'est une surface qui est ni concave ni convexe, comme par exemple le morceau de surface de Thor qui est montré au tableau, donc avec une courbure qui correspond à un cercle osculateur dont le centre est par exemple ici, à haut de la surface, et une autre courbure qui est ici, correspondant à un cercle osculateur dont le centre est en bas de la surface. Donc les deux centres des deux cercles osculateurs extrêmes se trouvent de part et d'autre de la surface. Cela indique que les deux courbures ont signe opposé, et donc la courbure gaussienne est ici négative. Donc, pour revenir sur la courbure gaussienne, nous avons une courbure gaussienne positive, les surfaces sont concaves ou convexes, comme ici, ou dans ce cas particulier où il rassemble des sphères. Courbure gaussienne nulle, parce qu'une des deux courbures principales est 0, donc les surfaces sont en fait comme des morceaux de plan, elles sont des cylindres.
Et puis, courbure gaussienne négative, la surface a des cercles osculateurs dont le centre se trouve de part et d'autre de la surface en elle-même. Voilà donc visuellement les cas de figure qui peuvent se produire à chaque point d'une surface. On peut voir de la concavité ou de la convexité, c'est le cas AO. On peut voir une surface qui est plate dans un sens et concave ou convexe dans l'autre. Et on peut voir une surface qui n'est ni concave ni convexe. Et on appelle toute la bande supérieure courbure gaussienne positive. Les deux cas ici, courbure gaussienne nulle, et les deux cas ici, courbure gaussienne négative. Alors, si la propriété sur la courbure gaussienne est vraie en tout point de la surface, alors on appelle synclastique une surface qui a partout la courbure gaussienne positive, donc une surface qui est partout concave ou convexe. Par exemple, un ballon de foot est une forme synclastique. On appelle anticlastique une surface qui a G, donc courbure gaussienne négative partout, donc la propriété qui est dessinée ici, elle est valable en tout point de la surface, c'est ce qu'on appelle une selle aussi. Et puis on appelle développable des surfaces dans lesquelles la courbure gaussienne est zéro partout. Il faut remarquer que dans une surface anticlastique, donc en tout point la courbure gaussienne négative, il existe en tout point deux directions orthogonales qui sont les bisectrices de direction principale, sur lesquelles la courbure gaussienne, le long de ces deux axes est zéro et la torsion est maximale. Donc c'est une propriété assez intéressante de cette surface parce que ça permet d'inclure dans cette surface des lignes droites, donc de les réaliser constructivement de manière assez simple. Une surface se dit réglée lorsque elle contient des éléments de ce type, mais sous des longueurs infinies. Donc elle est entièrement réalisable par des morceaux de droite infinis. Et on peut prendre ces morceaux de droite aussi longs qu'on veut, donc éventuellement infinis. Ils seront toujours représentatifs de la surface. Donc ce schéma est un schéma que je montre en conclusion, mais sur lequel on va discuter et je vais vous présenter des détails dans la prochaine séance. On a appris à classer les surfaces à partir de leur courbure gaussienne, c'est ce point d'entrée ici dans le tableau. Nous avons des surfaces qu'on appelle à simple courbure, c'est comme les cylindres. Dans ce cas, la courbure gaussienne est 0. Nous avons des surfaces qu'on appelle la double courbure. Dans ce cas, la courbure gaussienne n'est pas 0. Et ces surfaces peuvent être anticlastiques, donc la courbure gaussienne est négative partout, ou synclastique, la courbure gaussienne est positive partout. Donc on s'est arrêté là, on est arrivé là pour l'instant. On est capable de distinguer les surfaces grâce à la propriété de leur courbure gaussienne. On a d'autres manières de rentrer dans ces tableaux qui représentent un peu toutes sortes de surfaces, pour ainsi dire. Et ces autres entrées sont la courbure moyenne et la propriété des surfaces réglées. Mais ce seront des analyses, des propriétés qu'on va analyser la prochaine fois. Donc ceci conclut la séance d'aujourd'hui. Je vous prie de réviser attentivement les passages dans lesquels je vous ai expliqué les concepts de courbure et comment ce concept s'applique au cas des surfaces et de poster sur le forum vos questions. Merci et à la semaine prochaine.